Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler de l'entretien de vente. Alors l'entretien de vente, on va le situer dans les différentes approches commerciales existantes. On verra qu'il se compose de différentes phases, la préparation, le contact, l'approche, la démonstration et enfin la conclusion. Les approches commerciales traditionnelles dans la vente sont caractérisées par deux types d'approches. Une approche centrée sur la vente, orientée vente, et une approche orientée vers le marketing. Sachons que cette approche centrée vers le marketing constitue la base de l'entretien de vente. L'entretien de vente, c'est l'occasion de présenter un produit, un service à un client potentiel. Ça sera un plus et il sera positif quand le prospect s'engage et signe. Avant, l'entretien n'est pas réalisé. Pour ça, on peut utiliser une première technique qu'on appelle les 4 C. Contact, connaître, convaincre, conclure. En pratique, il s'agit lors du contact de réussir le premier contact. On va saluer, se présenter, remercier, expliquer les objectifs. Deuxième C, connaître. Comprendre les clients et ses besoins à l'aide de questions ouvertes et fermées. Troisième C, convaincre. Ça sera la phase de négociation proprement dite où les arguments commerciaux seront mis en avant et on répondra aux objections du client. Et enfin, quatrième C, conclure. On va résumer l'entretien, répondre aux dernières questions et rassurer sur les doutes éventuels. En pratique, l'entretien de vente se caractérise par 5 phases. Ces phases sont successives et indispensables. La préparation, le contact, l'approche, la démonstration et la conclusion. La première phase, la préparation. Alors, le principe de cette phase, c'est d'abord qu'elle va rassurer le vendeur. Et trop souvent, on oublie de la préparer. Alors, si on la néglige, que va-t-il se passer? On n'aura pas les informations nécessaires pour la phase suivante. Qu'est-ce qu'on va faire? L'exemple classique, prenons le cas d'une vendeuse, elle est désolée, ses cartes de visite sont toujours chez l'imprimeur, elle va demander à son client de prêter une calculatrice, la sienne ne fonctionne plus, et elle ne retrouve plus le bon de commande. C'est la raison pour laquelle, dans la phase de préparation, il faudra à ce moment-là disposer d'outils en ordre. Alors d'abord, il y a les outils matériels. Ça peut être la plaquette de présentation, les fiches produits, le catalogue, le pressbook, avec les différents interviews sur l'entreprise, les échantillons, le bloc-notes, la calculatrice, le bon de commande, la carte de visite. Et puis, c'est aussi bien préparer, c'est bien connaître les produits. Les produits, les offres possibles, les prix, le savoir-faire de l'entreprise, les aspects techniques du produit et service, et l'apparence. On devra soigner. Le vendeur doit prendre soin de son apparence et être en adéquation avec l'interlocuteur. Ça ne sert à rien mettre un costume 3 pièces s'il va dans une salle de sport. Mais inversement, se retrouver dans une tenue sportive quand on va voir des relations d'affaires, par exemple un banquier ou un assureur, c'est peut-être pas la bonne tenue. Et puis surtout, être crédible. Cette phase de préparation va aussi exiger de connaître le prospect. Donc, on peut aller visiter son site internet, on va rechercher des informations sur son métier, son marché, ses produits, ses clients. On peut aussi aller sur les réseaux sociaux. Si c'est un client existant, c'est important de bien le connaître. Est-il satisfait? A-t-il fait des achats récents? A-t-il eu des soucis avec le service après-vente? Y a-t-il des factures non payées? Y a-t-il des problèmes techniques? L'objectif, c'est de bien connaître le client. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte comme élément pour préparer cet entretien? L'historique du client, son marché, sa société, les objectifs principaux et secondaires clairs et précis qu'il poursuit. L'argumentaire, on va reprendre les bénéfices potentiels pour l'acheteur. On va optimiser les outils d'aide à la vente en fonction du client. Donc, en fonction de ce qu'on connaît, on va les personnaliser et les utiliser. Et puis, on va mettre en point l'entretien de vente, l'objectif de visite, le déroulement d'entretien, les bénéfices de la proposition qui sera faite, les objections probables, on va les préparer, les réponses à donner, et enfin comment clôturer la vente. L'objectif, c'est de vérifier que tout est en ordre. Pour réaliser cet entretien de vente, il y a des qualités humaines nécessaires.
Fini l'époque où le vendeur était une sorte de margoulin qui manipulait le consommateur. D'abord, avoir des qualités humaines, être honnête, être vrai, être digne de confiance, être intéressé par le client. Il a aussi besoin de développer des qualités relationnelles, être attentif, être à l'aise, laisser le prospect s'exprimer, écouter et comprendre le prospect, être convivial. Et puis, bien sûr, être compétent et être efficace seront ses principales qualités professionnelles. Mais il ne serait rien sans un argumentaire de vente. Et donc, il est important de construire cet argumentaire. Alors, cet argumentaire commercial repose sur différents points. Premier point, il faut déterminer les caractéristiques du produit, caractéristiques techniques, commerciales liées à l'entreprise. Il faut ensuite inventorier les avantages bénéfiques que le produit va apporter au quotidien à l'acheteur. Il faut aussi bien maîtriser l'offre de la concurrence pour prouver en quoi votre produit répond mieux à ses besoins que les produits concurrents. Donc, il faut connaître les produits, le prix, le marketing, les offres, le service après-vente, les garanties, les services connexes. Et puis définir votre proposition de vente unique et attractive, ce qu'on appelle une USP, Unique Selling Proposition. L'incomparable, elle sera incomparable car elle n'existe pas ailleurs. Si vous proposez la même chose qu'ailleurs, pourquoi rester chez vous? Cet argumentaire de vente, il faut aussi le construire en développant une argumentation facile, fluide, pertinente, souple, adaptée. Concrètement, il faut pouvoir répondre aux besoins du prospect, connaître ses critères et ses freins d'achat pour le produit que vous proposez. Il faut l'adapter au produit, il faut maîtriser les aspects techniques. Il faut répondre aux attentes du client, à ses critères d'achat. Par exemple, il faut être sûr que ça fonctionne. Va-t-il faire des économies? En pratique, comment ça fonctionne? Le confort, est-ce que ça va être amélioré? Son bien-être sera-t-il amélioré? Est-ce qu'il prendra du plaisir à utiliser le produit? L'estime, la sympathie. En fait, le vendeur va devenir un conseiller qui va présenter et expliquer l'offre la plus adaptée. Il doit donner envie en utilisant un vocabulaire simple, imagé, sans noyer dans des explications techniques. Évidemment, un client n'est pas l'autre. Et il est important aussi de tenir compte de la personnalité et de la psychologie du client. Un client difficile aura beaucoup d'informations, il faudra donc être logique et développer une argumentation précise. Un client naïf attend beaucoup de son interlocuteur, il faudra donner beaucoup d'informations. Un client timide n'osera pas s'exprimer, il faudra le mettre à l'aise pour qu'il puisse poser des questions. Il ne faudra pas avoir peur de l'interroger pour savoir ce qu'il pense. Un client orgueilleux du type je sais tout, il le méritera un peu de respect. Il faudra éviter de le contredire et ne pas entamer la polémique. Un client revêche qui ne craint pas le conflit et sait se montrer très désagréable, mais dans ce cas-là, il faudra rester aimable, souriant, ne pas entrer dans son jeu. Et le client bavard qui aime bien parler, il faudra aller à l'essentiel, le recadrer pour éviter les digressions. Mais on peut aussi argumenter selon les bénéfices attendus. Et là, de nouveau, un client n'est pas l'autre. Imaginez que vous vendiez une spécialité culinaire régionale et que vous adressez à un restaurateur. Vous pouvez bien sûr parler de recettes traditionnelles, matières premières fraîches et locales, processus de fabrication artisanale, une marque plus que centenaire. Mais ce qui intéresse, lui, c'est que chacune de ces caractéristiques soit en cohérence avec ce qu'il attend. Par exemple, une recette traditionnelle, ça doit être cohérent avec l'image de l'établissement. Si c'est un établissement qui vend des plats traditionnels, vous avez une raison d'achat et vous serez logique en lui proposant ce type de critères. Les matières fraîches et locales, ça va satisfaire les clients et le fidéliser. Ça va rassurer l'acheteur au niveau coût et au niveau sécurité. Moins cher puisque c'est local et sécurité, pas besoin que ça soit transporté de nombreux jours dans des conditions qui peuvent être désastreuses. La fabrication artisanale va satisfaire les clients et aussi permet de réaliser certaines économies. Une marque plus que centenaire peut être cohérente avec l'image de l'établissement qui est installé depuis longtemps et puis c'est aussi la fierté pour un établissement d'utiliser cette marque. Maintenant, imaginons que ça ne soit plus un restaurateur, mais un chef de rayon d'une grande surface. On va toujours utiliser les caractéristiques de cette spécialité régionale, mais on va utiliser d'autres bénéfices. Par exemple, la recette traditionnelle, on va parler plutôt d'apport en termes de chiffre d'affaires et de marge additionnelle. On va parler d'image de choix pour le point de vente, de fidélisation de la clientèle. La marque plus que centenaire, on va jouer sur l'image de qualité pour le point de vente et la fidélisation de la clientèle.
On va jouer sur ce sentiment de fierté et de gain d'argent. Ainsi, les bénéfices attendus sont différents. Pourtant, c'est toujours le même produit. Allons plus loin, imaginons qu'on s'adresse à une ménagère, une principale responsable d'achat. Mais la recette traditionnelle pour elle, c'est surtout valoriser l'authenticité. Elle pourrait être fière d'avoir cuisiné un plat traditionnel. Les matières premières et locales, elle pourra apprécier la qualité, les qualités organoleptiques du produit, et ainsi de suite. Donc, l'argumentation doit pouvoir être adaptée aux bénéfices attendus en fonction du profil du client. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la phase de contact. Alors la phase de contact, c'est assez simple. Si vous regardez le petit camembert proposé, 60% de l'évaluation du vendeur sera basée sur son image. Et s'il n'a pas encore ouvert la bouche, ce sera 100%. 30% sur le ton employé et 10% sur les mots. Donc c'est plus important la communication non verbale que la communication verbale. Cette phase de contact va servir à amorcer le dialogue. Concrètement, on va créer un climat de confiance, on va améliorer la perception du vendeur par l'acheteur, et pour ça, que va-t-on faire? On va commencer par se présenter en étant bref et efficace, étendu ou souriant, enchaîner en présentant la société qu'il représente, et on va adapter son comportement en fonction de l'interlocuteur. Quels sont les éléments à prendre en considération? D'abord, une communication non verbale. Il faudra une tenue élégante et sobre, un visage ouvert, léger sourire, regard discret, le sourire est franc, sincère, pas jaune. Des gestes calmes, mesurés, non répétitifs, une présence qui suggère que le vendeur apporte la solution, une attitude naturelle et énergique. Au niveau verbal, la bonne humeur du vendeur, la valorisation de l'acheteur par le vendeur, la mise à niveau pour comprendre l'acheteur est importante. La contact, ce sera une poignée de main, capter et accrocher le regard de l'acheteur, isoler l'interlocuteur dans un lieu calme, disposer d'un endroit net pour pouvoir ne fût-ce que présenter la démonstration, gérer l'espace entre l'acheteur et le vendeur. Tout ça est important. L'objectif, c'est d'arriver à conclure à terme la vente. Alors on peut très bien avoir un acheteur qui vous dit « Ah oui, mais vous êtes qui vous ?» Bonjour, cher monsieur, René Vendeur de la société Fourre-Tout. J'ai noté que vous fournissiez la société XY et je suis convaincu que je peux vous apporter plus pour mieux vous satisfaire. Ainsi, cela me donne très envie que nous travaillions ensemble pour votre prochaine commande. Qu'en pensez-vous? Et là, l'acheteur pourra conclure, ah oui, c'est intéressant ça. Je vous en prie, asseyez-vous, parlons-en. Cette phase va permettre de passer à la phase 3, l'approche. Le principe, c'est la phase de découverte pour rechercher les besoins et motivations d'achat, en alternant questions et écoute active. Donc, on ne va pas prouver que le produit répond, on va d'abord poser des questions, donc on va d'abord écouter, le vendeur va d'abord écouter pour comprendre le discours de l'acheteur et prouver la cohérence et la pertinence de sa démonstration pour que l'acheteur souscrive à la proposition. Pour ça, on peut utiliser deux méthodes, ce qu'on appelle les motivations d'achat, la grille Soncas, et l'argumentation. Le principe est toujours le même, c'est de prendre le temps d'écouter le client. Alors, la méthode Soncas regroupe 5-6 éléments, la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. L'idée, c'est que chacune de ces motivations correspond à une motivation principale d'achat. Le client a besoin d'être assuré, il recherche une relation de confiance. Il est aussi quelqu'un qui porte une autre estime de lui-même. Parfois, il pourra être arrogant, son ego dirige sa décision, il est orgueilleux. Il est friand d'innovation. Ce profil développe une grande curiosité avant une nouvelle offre. Ça sera la nouveauté pour laquelle il faudra argumenter. Ou ça sera avant tout la simplicité, la commodité, le bien-être qui guide ses choix. Ou ça sera quelqu'un qui est fort attentif au prix. Elle est matérialiste, elle compare et négocie ardemment les prix. Elle va donc mettre en concurrence plusieurs fournisseurs, à l'affût des promotions des bonnes affaires. Et enfin, la sympathie, attachée à la convivialité, au rapport humain, l'affectif guide ses actes. Quoi qu'il en soit, il sera important de détecter les motivations principales d'achat pour le faire souscrire. Mais ça peut être aussi la méthode CAP. CAP, on va structurer l'argumentation commerciale en 3 étapes.
La première chose, on va présenter une caractéristique de l'offre, on va montrer quel est l'avantage qui est procuré au client et on va prouver que ce qui est avancé est vrai. Le but, c'est d'utiliser les motivations dominantes pour déclencher l'achat. Comment va-t-on faire? On va d'abord capter l'attention, on va donner la parole à l'acheteur potentiel pour l'intéresser et découvrir les faits concernant le problème qu'il convient de résoudre. On va susciter le propos, résumer le propos de l'acheteur pour vérifier sa compréhension, obtenir une confirmation de l'analyse. Et enfin, on va dévoiler la solution, frapper l'imagination par des images liées aux motivations, suggérer des bénéfices définis dans l'argumentaire, utiliser les 5 sens, lui faire entendre des choses, voir, toucher, sentir, goûter. L'important, c'est d'utiliser l'expérience antérieure de l'acheteur. Ce qui nous permet de passer à la phase suivante, la démonstration. Dans cette phase 4, le principe, c'est qu'on va présenter le produit et l'argumentation. On va convaincre l'acheteur potentiel que la proposition du vendeur correspond à son problème à résoudre. On va emporter la préférence dans un choix éventuel de plusieurs propositions. Il faudra donc créer une relation très personnelle avec ce client. Au niveau des moyens, on va s'exprimer au présent et pas au futur. On va reprendre un par un les arguments de l'acheteur exprimés lors de la phase d'approche. On va définir les conséquences pour le client des bénéfices proposés. On va prouver tout cela avec des faits irréfutables et des chiffres indiscutables. Par exemple, un outil de démonstration est très pratique, un tableur sur lequel on peut simuler les résultats. On va matérialiser les preuves à travers ces outils de démonstration. Présenter les prix en fin de démonstration après l'annonce des bénéfices et l'explication des arguments. Le but, c'est que le client soit séduit par la démonstration. Les moyens, on va lier le prix aux conséquences commerciales pour le client. On va lui montrer en quoi. Le prix couvre largement tout ce qu'il va avoir comme bénéfice. On peut exprimer le prix en termes d'économie, on peut l'exprimer dans perspective du temps. Vous voyez, c'est autant que ça va vous coûter par jour, donc rien du tout. On peut associer les concessions. On peut parler de remise, de délai de paiement et de contrepartie immédiate, augmentation des quantités commandées de la gamme suivie. L'objectif de tout ça, c'est de montrer au client qu'il fait la bonne affaire. Le but est ainsi de le conduire à conclure. Donc la conclusion, c'est la phase où le vendeur prend l'initiative du déclenchement de l'acte d'achat sans attendre que l'acheteur décide seul. Le client doit sentir la nécessité d'acheter, avoir confiance et être libéré de son anxiété d'achat. Alors, quand faut-il conclure? En fait, il n'y a pas de bon moment. C'est dès que le client envoie un signal positif clair, du type « je suis vraiment intéressé par votre offre ». Alors, ça veut dire que, par exemple, le client dit, pose des questions de savoir quand il sera livré. Ah ben, c'est qu'il est vraiment intéressé. Il se projette dans son utilisation, il pose des questions sur comment on l'utilise concrètement. Il change d'attitude, il est enthousiaste. À ce moment-là, ce sont des éléments qui permettent de dire que le client est vraiment intéressé par l'offre. Quels sont les moyens à utiliser lors de la conclusion? Il faut d'abord rassurer le client, il faut être calme, dédramatiser l'acte, être attentif aux signaux pour enclencher l'acte d'achat. Quelqu'un qui acquiesce de la tête plusieurs fois, c'est important. Quelqu'un qui demande des renseignements sur le délai de livraison, la durée garantie, le fonctionnement du service après-vente, c'est aussi des éléments positifs. Et enfin, il faut pouvoir rassurer le client. Par exemple, on peut aussi l'aider à dire oui en lui posant des questions du type « Combien de produits souhaitez-vous commander ?» Je vous propose de tester le produit sans risque. Si vous décidez maintenant, je vous propose un avantage supplémentaire. Les moyens peuvent être techniques, mais on ne reviendra pas sur l'acquis. S'il est d'accord, on ne va pas rediscuter le tout, on ne va pas réargumenter. On va souligner l'intérêt d'une solution immédiate, donc de prendre la décision maintenant. Utiliser la proposition directe en supposant l'acceptation du client ou l'alternative positive en centrant la question non pas sur la réalité de l'acceptation, mais sur ses conséquences. Quand préférez-vous la livraison, mardi ou mercredi, plutôt que de demander « Êtes-vous d'accord pour le projet ?» Ce qu'on peut faire, c'est, en résumé, reparcourons les avantages de notre solution, donc on résume.
Cette solution ne sera-t-elle pas adaptée à votre activité? C'est une manière de provoquer le client en faisant appel à un principe de psychologie appliquée, c'est que lui demander, mais qu'est-ce qui ferait que ça ne fonctionnerait pas? Et une autre manière de mesurer son intention d'achat, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre intérêt pour ce produit? Un pas du tout intéressé, 10 tout à fait intéressé. Ce qui permet de voir vers où penche le choix du client. Maintenant, il est possible que le client hésite. Alors, on a plusieurs techniques pour éviter les pièges courants. Première chose qu'il faut faire attention, c'est forcer la main. Ça ne fonctionne pas. Par contre, faire preuve d'empathie pour résoudre les problèmes des prospects et atteindre leurs objectifs. Ne pas solliciter la vente. Si le client est intéressé, le produit adapté à ses besoins, au contraire, il faut lui demander s'il est prêt à les acheter. Une autre piège courant, c'est ne conclure la vente qu'à la fin. Alors, il n'existe pas de moment précis pour conclure la vente, car la conclusion d'une vente se fait tout au long du processus de vente. En pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui rappeler rapidement les avantages du produit, on peut rappeler les enjeux, jouer sur l'urgence. Vos concurrents ont déjà installé l'application, ça veut dire que quelque part, il risque de vous prendre des clients. On peut limiter l'offre dans le temps en disant, écoutez, si vous souscrivez maintenant dans les 10 prochains jours, vous bénéficiez. Et enfin, on peut même proposer une concession pour une commande ultérieure. Tout cela a pour but de forcer la conclusion. Alors, imaginons qu'un client vous dit faites-moi une remise. La réponse peut être très simple. Si vous signez aujourd'hui, je peux vous proposer une ristourne sur votre prochaine commande. Vous voyez, l'idée est de dire il y a un arbitrage. Le client ne peut pas avoir une réponse unique, il doit avoir un engagement de sa part.